Bonjour à tous, merci d'être venu à cette session. Alors mon nom c'est Marc Bouzig, je viens de Montpellier, alors vous allez peut-être le reconnaître par mon accent. Je fais partie de ce qu'on appelle le Client Engineering à Montpellier, donc c'est une entité qui fait partie d'IBM évidemment, dont l'objectif est de promouvoir un certain nombre de softwares chez IBM, mais pas que, aussi tout ce qui a été traditionnellement la partie hardware avec tout ce qui est Power, tout ce qui est Z, Sto, etc. Donc je fais partie de cette entité. Alors moi j'ai un gros background Power, pas trop IBMI, j'avoue. Donc parfois l'IBMI, bon, c'est un peu particulier. Donc si vous me posez des questions sur RPG et des choses comme ça, je noterai la question et je vous répondrai après. Mais bon, donc l'objectif de cette présentation, c'est de vous faire un petit peu une overview de ce que l'IA peut faire sur Power. Je vais aborder des notions qui parfois dans le monde Power sont pas très connues. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle, comment est-ce qu'on peut s'en servir, quels sont les différents stacks qu'on doit mettre en place pour faire tourner ce modèle, etc. Ça, c'est des choses qui sont pas trop connues sur la partie Power et par les gens qui font du Power, beaucoup plus par les AI ingénieurs hein, qu'on retrouve chez les clients ou dans la partie software. Donc c'est comme ça. Après, je vous donnerai quelques exemples de stacks, etc. Une ou deux annonces qui ont eu lieu il y a quelques jours. Donc en gros, voilà le spectre de cette présentation. N'hésitez pas à me poser des questions. Alors après, je vais vous montrer quelques charts avec des diagrammes, des temps de réponse et des choses comme ça. Parfois, ça peut être un peu rude à voir. J'essaierai d'expliquer. N'hésitez pas à poser des questions, même si elles vous paraissent incongrues. Si je connais la réponse, ben, je vous la donnerai. OK? Voilà. Donc, on va. Alors, sur tout ce qui est Power, en gros, il y a Power et AI, et l'AI en général d'ailleurs. Il y a trois gros pavés à considérer. Donc le premier pavé, c'est l'infrastructure. Donc c'est là où on va positionner Power. Donc vous savez bien que sur la partie AI, il y a pas que Power évidemment. Il y a aussi la partie x86 qui est très dominante sur le sujet, avec tout ce qu'il y a comme GPU, DPU, Co, qui font tourner des workloads AI, associés à du STO et des choses comme ça, du stockage. Hein. Il y a tout ce qui est écosystème, celui-là il est monstrueux. Donc il y a évidemment les ISV, les vendeurs de software, etc. Mais il y a tout ce qui est open source. Et là, c'est quelque chose d'assez énorme quand on regarde ce qui se passe dans l'écosystème communautaire, notamment autour de Python, puisque c'est quand même le langage privilégié pour faire de l'IA, et toutes les librairies, les runtime, etc., qui tournent autour de ça. Donc c'est l'écosystème qu'on va retrouver ici. Et puis, ben, évidemment, il y a les workflows, c'est ce qu'on va faire tourner pour obtenir un certain nombre de choses. Alors, bien sûr, il y a un peu plus traditionnel pour la partie Power, tout ce qui est machine learning, qui existait déjà et qui nécessite pas forcément de GPU, mais il y a aussi après tous les modèles génératifs dont font partie les LLM, hein, donc ChatGPT, Llama 2, Llama 3, etc. Et donc, pour obtenir un certain nombre de choses qui sont demandées par les clients. Voilà. Donc, pour poser la scène sur l'AI. Alors, comme je l'ai dit, hein, des use cases, il y en a beaucoup qui peuvent s'appliquer à l'AI. Donc, notamment en AI générative, alors j'en parlerai un peu plus, hein, mais on peut faire de l'extraction de documents, on peut faire de l'assistance à des codes, on peut faire des résumés, on peut faire du sentiment analysis, enfin, tout ce genre de choses que l'on peut faire. Et puis après, comme je le disais, hein, il y a les machine learning use cases qui sont un peu plus classiques, mais qui font aussi partie de l'AI et qu'on peut faire et qui tourne assez bien sur la partie Power. Le reste aussi d'ailleurs, hein, on va le voir, je vais vous montrer un certain nombre de choses. Après, il y a tout ce qui est healthcare qui est aussi, qui fait partie aussi des use cases qui peuvent tourner sur la partie Power. Voilà. Et donc sur un peu tout ça, on travaille et notamment à Montpellier avec des clients qui ont des cas concrets pour voir comment ça se passe sur Power. Voilà.
Alors, ça, ce chart-là, vous l'avez certainement déjà vu pour. Alors, peut-être pas. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes là. Je ne sais pas quels sont leurs rôles et quel est leur background sur le sujet, mais en tout cas, quand on a lancé le P10, donc on a fait beaucoup de publicité sur le processeur lui-même. Ça, c'est un processeur P10 ici, avec son architecture interne, je dirais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce P10, on a mis ce qu'on appelle du MMA. Alors, c'est pas des combats hein, de boxe, hein, c'est quelque chose qui s'appelle Mass Acceleration. Donc, c'est un outil qui est sur le proc et qui va permettre de faire des calculs vectoriels et matriciels. Et qui va accélérer ça, pas de la même façon qu'une GPU, mais qui va quand même aider pas mal sur les calculs. Et vous savez que notamment en IA générative, la plupart des calculs, ce sont des calculs liés à des vecteurs ou des matrices. Voilà, donc avoir un accélérateur qu'on appelle du MMA sur le processeur est quelque chose qui va aider pas mal les perfs. Ça peut aller de 60% d'amélioration à bien plus. Ça dépend du type de workload, etc. Sur le processeur, il y a aussi des instructions VSX, V comme vector, qui doivent être utilisées si on va avoir des bonnes performances, notamment sur du code compilé. C'est-à-dire que si vous voulez faire du machine learning et que vous faites tourner une application en C, si vous la recompilez, il faut que les optimisations du compilateur fassent en sorte qu'on va utiliser ces instructions VSX. Voilà. À la compilation. De plus, cette accélération MMA là, c'est pas quelque chose qui est fait pour le training de modèles. Vous savez, notamment sur les LLM, il y a plusieurs phases. Il y a une phase, ce qu'on appelle de training, d'entraînement, qui fait que on prend un modèle et puis on va l'entraîner pour avoir les meilleures réponses possibles. Et donc, chaque fois qu'on fait ça, par exemple, si on prend un modèle qui fait, allez, une trentaine de milliards de paramètres, eh ben, à chaque fois qu'on va l'entraîner, on va lui donner à ingurgiter un certain nombre de données qui proviennent de plein de documents, Internet, etc. Et puis, il va s'auto-ajuster ses paramètres internes. Et une fois qu'on a le modèle qui répond exactement comme on veut, on fige le nombre de paramètres. C'est-à-dire qu'on ne va plus y toucher. Donc la phase de training est terminée. Et donc on va passer à la phase d'inférence. Et cette phase d'inférence, c'est la phase qu'on va exécuter en production. Donc on prend ce modèle-là, 13 millions de paramètres, 30 millions de paramètres, et on le fait tourner, et il ne bougera plus. Donc, ce MMA, c'est fait pour faire cette partie-là d'inférence, c'est-à-dire en production, et on ne va pas faire tourner le modèle. Voilà à quoi ça sert. Sur Power, il n'y a pas de GPU. Alors, il y a une annonce qui a été faite il y a quelques jours sur un statement of intention, comme on dit, enfin, j'en parlerai à la fin de la presse, sur peut-être des accélérateurs. Alors, pour bien parler IA et surtout IA générative, je vais introduire un certain nombre de notions qui vont aider à mieux comprendre et à mieux aborder l'AI et notamment l'AI sur Power parce que en général les gens Power, comme je l'ai dit, ils sont plus dans l'enterprise, ils sont plus dans le traditionnel que dans l'AI. Et donc, il y a du vocabulaire à acquérir pour comprendre et être capable de discuter avec les clients. Alors, si on veut installer un stack AI sur la partie Power, il y a plusieurs choses à faire. Notamment, évidemment, si on veut faire sur du Power, il faut un Power, comme dirait Monsieur Lapalisse. Hein, c'est clairement logique. Sur la partie dans laquelle on va utiliser la partie MMA. Donc le MMA, il est dispo sur les procs. Hein. C'est pas quelque chose qu'on va mettre en avant ou pas. Voilà. Au-dessus de ça, on va mettre soit de la containerisation avec de l'OpenShift, avec des containers hein, du style Docker & Co. Soit on va mettre un Linux de façon assez standard, sur lequel on va mettre un certain nombre de librairies open source. Alors comme je le disais, l'open source, c'est monstrueux.
C'est-à-dire qu'il y a des librairies, vous en avez des versions en veux-tu, en voilà. Vous avez des quantités, des quantités de possibilités. Vous prenez une database vectorielle, vous en avez des dizaines. Vous prenez des packages de librairies mathématiques, vous en avez pareil, même des centaines, et avec chacune leur version. Donc à manager, c'est très très compliqué. Donc il vous faut ce qu'on appelle un package management. Alors vous avez entendu parler, on appelle ça Conda, Micromamba. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont donné des noms de serpents, mais enfin en tout cas c'est comme ça. Et donc, c'est le premier truc à installer pour aller manager les différents packages. Et donc, si vous utilisez Conda, il va chercher dans Conda Forge ces fameux packages qui sont open source, hein, comme vous pouvez faire si vous allez sur Git, par exemple, pour aller chercher des programmes. Voilà. Et puis, vous avez aussi un channel, on appelle ça des channels, hein, donc c'est des sites web sur lesquels vous allez chercher vos librairies. Et vous avez Rocketsea. Alors Rocketsea, c'est une société avec qui travaille IBM et qui a réécrit un certain nombre de librairies pour qu'elles fassent appel au fameux MMA ici, sans pour autant aller toucher ou réécrire le code applicatif pour aller exécuter ces instructions MMA. Ça va se faire à travers des appels à ces librairies qui vont exécuter les instructions MMA. Donc ici, lorsque vous voulez faire de l'AI sur Power, vous allez installer ces packages de Rocketsea du style Python. Déjà, le premier truc, c'est Python. Hein. Après, PyTorch, OneNX et des librairies de ce style-là. Et vous allez non pas les prendre, parce qu'elles existent ici, hein, et donc là, ça marche aussi. Par contre, elles ne seront pas optimisées pour aller chercher les instructions MMA. Voilà. Donc ça, c'est le première chose à faire. Ensuite, une fois que vous avez installé ça, eh ben, il faut installer ce qu'on appelle un runtime. Parce qu'un modèle, ça tourne au-dessus d'un runtime. Et si vous n'installez pas de runtime, votre modèle, il ne marchera pas. Donc, quand on fait des appels API pour converser avec un modèle, par exemple, un Llama 2 ou un Mistral ou ce qu'on veut, ça va se faire à travers ce runtime-là. Voilà. Et vous avez plusieurs types de runtime. Hein. Pareil, il y en a pas mal. Beaucoup tournent sur Power. Donc ça, il faut le savoir, parce que ça, on ne le sait pas a priori. On se dit, ah ouais, mais il y a toujours un problème de compatibilité, parce que l'architecture du processeur Power, c'est pas la même qu'X86. Donc on peut avoir certains doutes sur le sujet. Mais en fait, dès qu'il s'agit de Python, on est à peu près sûr qu'il y a une compatibilité entre les deux. Donc, vous avez par exemple un ONNX, un Llama CPP, des choses comme ça, qui sont des runtimes qui performent très bien. Et puis, grâce à ces runtimes, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la quantisation. Alors, la quantisation, c'est un moyen de réduire la précision des modèles. C'est-à-dire qu'un modèle, de base, il peut faire du 32 ou 64 bits, et il va calculer à une précision assez élevée, derrière la virgule, hein, ces calculs. Sauf que quand on fait ça, eh ben, ça demande beaucoup de mémoire et ça demande pas mal de computation de la part des CPU ou du GPU. Alors, la quantisation, c'est le fait d'être capable de diminuer cette précision du modèle. C'est-à-dire qu'on va passer en entier. On va plus faire d'opération en virgule, mais on va passer en entier. Et on va passer en entier 4 ou 8. Et donc, du coup, on va augmenter les perfs de façon assez drastique et on va diminuer la consommation mémoire sur un sujet. Alors, tous les runtimes ne sont pas capables de faire ça. C'est une petite opération qu'on fait sur le modèle avec des commandes hein, qui sont liées au runtime pour avoir ces bonnes perfs. Alors, la plupart du temps, ça paraît assez illogique, mais la précision reste là du modèle, finalement. Parce que dans très peu de cas, on a besoin de faire des calculs super précis à 5 chiffres ou 6 chiffres après la virgule. Du coup, on a ça aussi sur la partie Power. Bon, une fois qu'on a installé ces runtime, je dirais, eh ben on installe son modèle. Et donc, le modèle,
Bah, on peut prendre n'importe quoi comme modèle. Là, ici, j'ai donné quelques exemples. Phi 2, Mistral, Granite. Granite, c'est le modèle IBM hein, que l'on utilise. Et donc, ces modèles-là, la plupart du temps, ils utilisent des GPU. OK? Mais pas sur Power, puisqu'on n'en a pas. Du coup, euh, le MMA est là, mais ça remplace quand même pas une GPU. Donc, il faut rester, grosso modo, sur Power, sur des modèles qui sont en dessous de 13 millions de paramètres. C'est-à-dire que si on va au-delà, les perfs vont pas être terribles. On va avoir des temps de réponse plutôt longs, ça va pas super bien performer, on va avoir des temps de latence qui vont être assez gros. Voilà. Mais déjà, avec 13 milliards de paramètres, pardon, on a quand même des bons temps de réponse. Une fois qu'on a fait ça, on peut ou pas installer une database vectorielle. J'y reviendrai pour des raisons de RAG. J'expliquerai ce que c'est après. Mais donc, assez souvent, et en particulier sur la partie Power, ça paraît être intéressant de mettre des bases vectorielles pour aller un peu personnaliser ce que va répondre le modèle. Voilà, et je vous expliquerai comment ça marche. Et ensuite, on installe ces applications et ses programmes Python et tout ce qu'on veut par-dessus pour obtenir justement l'application elle-même. Hein. Voilà. Donc en gros, c'est la façon dont on s'y prend pour installer de l'AI sur Power. Alors sur Power ou autre chose, hein. Mais en tout cas, sur Power, c'est comme ça. Et ne pas oublier la partie Rocket ça peut être, je l'ai dit, être containerisé, donc être utilisé en container. Une fois que vous savez quel runtime vous avez utilisé, quelles sont les librairies, que vous avez tout figé, que vous avez testé, vous pouvez mettre ça dans des containers. Vous pouvez mettre votre Dockerfile avec tout ça à l'intérieur et vous déployer de façon un peu plus simple vos containers en utilisant ce genre de choses. Alors, lorsqu'on parle de LLM, il y a plusieurs. Là, je vais vous présenter quatre gros pavés, quatre gros use cases qu'on va utiliser. Ce qu'on fait avec ChatGPT, par exemple. Hein. Alors, donc ici, vous avez de la euh, résumé. Désolé, parce que la presse est en anglais. D'habitude, je la fais en anglais, parce qu'à Montpellier, on reçoit beaucoup de clients anglophones. Parfois, j'ai un peu de mal à traduire les mots. N'hésitez pas à m'aider hein, si vous voyez que je bug un peu. Hein. Donc voilà, donc un des exemples, c'est résumé et RAG. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en input, donc on va donner au modèle un grand nombre de tokens et on va obtenir un beaucoup plus petit nombre de tokens. Donc ça, c'est un des use cases. Alors un token, c'est quoi? Un token, c'est l'équivalent mathématique de un mot ou un demi-mot, et après ça se traduit en paragraphe, etc. Mais retenons que ça se fait avec un mot ou un demi-mot. Voilà. Vous avez un autre use case, cas d'usage, hein, sur lequel vous avez un petit, dans votre prompt, là, vous mettez une petite phrase et vous obtenez à l'inverse un output qui est assez gros. Donc, par exemple, ici, vous voulez lui demander écris-moi 200 mots pour une campagne marketing d'IBM. Le truc, il sort 200 mots. Donc, la phrase d'input, elle a un petit nombre de mots et de tokens. Par contre, la sortie, beaucoup plus. Et ça a des influences sur la performance de votre LLM. Tous ne performent pas de la même façon. Donc, si vous avez plutôt tendance à faire ça, des résumés, dans pour un client qui fait ce genre de choses, et notamment, par exemple, on travaille avec un client qui a un call center. Bon, voilà. Et donc, le call center, lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Après chaque call d'un client, eh bien, il a mis par écrit, il y a un speech tout texte, hein, donc tout ce qui est dit est traduit, traduit par écrit, et donc derrière, il y a un résumé de ce qui a été fait et un sentiment à l'analyse, donc on voit si la conversation s'est bien passée, pas bien passée, si le client finalement est satisfait par les réponses du call center ou pas. Et ben, en fonction de ce type de workload, vous allez utiliser un modèle
ou un autre modèle. Donc ça, c'est un point à voir et à tester. Après, vous avez aussi des scénarios de traduction. Donc là, vous rentrez ici dans cet exemple-là 64 tokens ou 64 mots si vous voulez, et en sortie, vous avez pareil 64 mots. Donc là, vous avez une équivalence sur l'entrée et la sortie. Et là, finalement, ce qu'on appelle entity extraction. Donc là, vous lui donnez un texte et vous allez vouloir sortir un nom, vous allez vouloir sortir un lieu, vous allez voir sortir un certain nombre d'informations, mais qui en général est assez succinct. Donc on rentre un certain nombre de tokens et puis en sortie, vous avez une petite quantité. Voilà. Donc ces notions, ça amène à, lorsqu'on fait de l'AI sur Power, des notions de time to first token. Ouais. Parce que quand on rentre quelque chose, vous avez vu avec ChatGPT, ça répond assez vite. Mais ChatGPT, ils ont des énormes moyens derrière. Donc lorsque vous posez une question, vous faites une phrase ou quand vous voulez faire un résumé d'un gros document, si vous êtes en streaming, c'est-à-dire que vous attendez la réponse, vous êtes derrière votre écran, si ça prend 5 minutes, vous allez trouver ça bien trop long. Okay. Donc du coup, ça, quand on fait de l'AI, généralement, les clients, c'est ce qu'ils demandent. Quel est l'output du premier token? En combien de temps je vois mon premier token qui sort et qui est écrit? Combien est-ce que je mets de tokens par seconde? Combien de temps je vais mettre pour décoder l'ensemble de mes mots? Alors, si vous êtes en streaming, imaginez que vous lui posez une question. Bon, vous, ce qui va vous importer, c'est le premier mot. Le dernier, bah, vous en fichez un petit peu si ça prend 2 minutes ou 3 minutes. En fait, il faut que vous lisiez tout le paragraphe. Par contre, si vous êtes en batch et non pas en streaming, bah là, ça devient important parce que chaque batch, vous allez calculer sa durée en fonction du temps total de ce qu'aura demandé la sortie du paragraphe de la part du modèle. Donc, vous voyez, en fonction du workload, vous avez des objectifs qui peuvent être complètement différents. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être discuté avec les clients ou lorsqu'on veut faire une application sur le sujet. Voilà, donc ça, ce sont des graphiques de performance. Ici, on peut voir sur la gauche. Alors là, on a utilisé un PyTorch comme runtime. Non, un ONNX, pardon, ONNX ici. Et on a utilisé ce qu'on appelle un Tiny Llama. Donc c'est un modèle, mais c'est un modèle Llama petit. Donc là, vous avez des bons temps de réponse. Par contre, il n'y a qu'un milliard de paramètres. Donc du coup, vous n'allez pas avoir une super précision dans votre modèle. Par contre, vous voyez que vous avez des temps de réponse assez élevés. Donc ça, c'est le nombre de tokens par seconde. Et là, vous voyez, dès que vous avez 8 batchs en parallèle, hein, donc 8 sessions en parallèle, si on peut dire, vous pouvez atteindre la totalité de 100 tokens par seconde. 100 tokens par seconde, c'est pas mal. Hein. Alors après, il faut le diviser par 8 si on veut avoir le sentiment d'une personne. Mais donc ça, c'est ce qu'on peut obtenir sur la partie Power sans GPU. Donc on a quand même des choses à dire sur le sujet et des temps de réponse qui sont pas mal. Ensuite, ici, voilà, ici c'est pareil. On voit que on a fait une différence. Alors c'est un peu, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des notions concernant tout ce qui est SMT, donc le nombre de threads qu'on peut tourner sur processeur. Mais il s'avère que sur Power, d'habitude on dit mettez du SMT 8, donc 8 threads par processeur. Bah, en fait, quand on regarde la performance des modèles, on s'aperçoit que c'est le SMT2 qui performe le mieux. Et ici, sur des tests où on a à peu près 6 tokens par seconde, ce qui est pas mal, alors que si on le met en SMT8, on peut avoir 1,84 tokens ici sur des workloads un peu différents. Voilà. Enfin, donc ONNX, ça marche bien sur Power. On a mieux que PyTorch, nettement mieux que PyTorch, clairement. Mais après, il y a aussi un runtime qui tourne bien, qui est VLLM.
Donc VLLM, c'est un runtime hein, qui est le runtime qui est installé sur Watsonix. C'est-à-dire que quand on installe du Watsonix sur x86, dans le cloud ou ailleurs, on utilise le runtime VLLM. Okay, et un modèle Granite. Donc Granite, ça tourne aussi sur IBM, hein, sur IBM Power. Et d'ailleurs, IBM a mis au niveau de l'open source dans Hugging Face. Hugging Face, c'est un site hein, avec lequel on est partenaire, dans lequel on va retrouver plein de modèles. On va pouvoir les downloader. Du coup, ce runtime qui fait tourner du Granite, du Watsonix, etc., est un des meilleurs runtime qu'on puisse avoir en termes de scalabilité, notamment si on utilise des sessions en parallèle. Ici, vous avez sur la ligne jaune la ligne des 5 tokens par seconde. En gros, on dit qu'un humain, au-delà de 5 tokens par seconde, il a du mal à suivre. Donc, tant qu'on est au-dessus de 5 tokens par seconde, c'est bien. L'utilisateur ne va pas s'ennuyer. Si on est en dessous, il va attendre. Parce qu'il ira plus vite que la sortie de l'ordinateur. Donc on voit qu'ici, sur la partie VLLM, ah, c'est celui-là, là, en fonction du nombre de sessions, on reste au-dessus. Donc c'est ce qui va être préconisé sur la partie Power pour utiliser comme runtime. Voilà, ça je vais sauter. Voilà. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle la RAG. Alors qu'est-ce que c'est que la RAG? Ça s'appelle Retrieval Augmented Generation. Et ça, c'est un moyen de personnaliser les réponses des LLM. C'est-à-dire que, bon, un LLM, un Llama 2 ou quoi que ce soit, un chat GPT, a été entraîné pour répondre de façon générale. Vous savez, hein, quand on est une entreprise, on aime bien avoir des réponses spécifiques à l'entreprise elle-même. D'accord? Si vous êtes une assurance, quelqu'un qui pose une question sur un cas précis de contrat d'assurance, vous avez plutôt envie qu'il réponde en fonction de ce que vous avez mis en place de votre société et des contrats, plutôt que de façon générale ou attribué à d'autres boîtes. Okay, donc pour ça, on met en place... Alors, il y a un moyen, c'est de réentraîner le modèle avec vos propres données. Mais ça coûte énormément d'argent et de ressources. Donc on ne fait pas ça. On ne va pas réentraîner un modèle. On dit, voilà, on va prendre tout un tas de sources qui existent dans la société. Donc, ça peut être des docs, ça peut être des Excel, ça peut être des PDF, ça peut être tout un tas de Word et tout ce qu'on veut. Mais ça peut être aussi des données qui sont dans des DB, comme dans DB2 par exemple sur un IBMI. Alors on va les exporter, hein, et derrière, ce qu'on va faire, on va les faire ingurgiter à une database vectorielle. C'est-à-dire qu'on va prendre tout ça, on va les découper en morceaux et on va les vectoriser. Donc vous allez avoir une tapée de vecteurs qui vont correspondre à votre data source là. Et une fois que c'est mis ici, dans votre base vectorielle, eh ben, lorsque un utilisateur fait une demande, on va faire une query ici à la base vectorielle, et puis derrière, on va extraire le contexte. Alors, ici, là, quand on fait une query, ça va être transformé, votre phrase là que vous allez passer, va être vectorisée. Et on va chercher quel est le vecteur dans votre base de données le plus proche de ce que vous avez rentré. Et en fonction de ça, on va vous donner une réponse. Et le LLM, lui, il va mettre en forme cette réponse qui va être extraite de la base de données. Voilà. Et donc, vous allez avoir une réponse personnalisée de votre utilisateur en fonction des données de votre entreprise. Voilà ce que c'est que la RAG, en gros. Marc, Oui? au niveau de la partie vecteur, est-ce que tu structures un petit peu quelque chose? Parce que là, c'est toutes les données qui sont entrées brutes. Ouais. Est-ce qu'on peut structurer? Est-ce qu'on peut paramétrer des critères ou pas?
Non? Non, C'est des choses qui sont brutes, quoi. C'est ça, des données brutes? c'est des données brutes, oui. D'accord. Ouais, ouais. En fait, tu utilises ici, pour faire ça, tu utilises ce qu'on appelle les sentence transformers. Donc ici, il y a un nom, vous voyez, All Mini ML6V2, machin. Donc ça, c'est un transformer qui va vous prendre vos données et qui va les transformer pour les mettre dans la base de données. Et lui, en fonction, et alors, lui, il a été entraîné, par contre, pour comprendre et comment vectoriser les choses et faire des... parce qu'en fait, elle est organisée, cette base-là. Elle est organisée, mais en fonction des documents et en fonction de ce que lui comprend des documents. Mais il n'y a pas grand paramètres que tu peux... et en fonction de la base de données, tu as une dimension des vecteurs. Par exemple, tu peux avoir des vecteurs de 380 dimensions, des vecteurs de 600 dimensions. Alors plus tes vecteurs sont gros, et plus ça va être long, et plus, voilà. Donc, mais par contre, plus tu vas avoir de précision. Et donc, en gros, ça donne un truc comme ça. C'est-à-dire que alors, c'est plus que des mots, là. Ici, il y a des mots comme exemple. Mais en fait, les sentence transformers, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des chunks, ce qu'on appelle des chunks, donc des morceaux de paragraphes qui vectorisent en plus des mots. Ouais, et donc là, vous avez ben, voilà, des vecteurs. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez en maths, hein, surtout pour les jeunes, mais vous aviez des vecteurs dans un plan, c'est à deux dimensions. Vous avez en trois dimensions, ben, x, y, z. Ben là, on parle de vecteurs qui sont en 300, 400, 600, 800 dimensions pour amener justement la précision dont on a besoin derrière. Voilà. Et donc, du coup, vous avez ces bases vectorielles. Hein, il y en a un certain nombre. Ici, j'ai encadré Milvus parce que c'est la préférée d'IBM. Parce que, encore une fois, de la même façon que VLLM comme runtime est utilisé par Watsonix, Milvus, la base vectorielle, est utilisée par Watsonix. Alors, vous avez un certain nombre de caractéristiques, je ne vais pas rentrer dedans, mais sachez que tout ça, toutes ces bases vectorielles, c'est quelque chose qui est compatible avec Power. Donc, le client a quand même beaucoup de choix sur le sujet. Et notamment, un des clients avec qui on travaille, il n'utilise pas du tout Milvus, il utilise ChromaDB pour faire de l'embedding et de la vectorisation de leurs propres données. Et du coup, ça marche très bien, quoi. Ça marche très bien parce que Power est quand même pas mauvais dans les bases de données. Vous savez, enfin, vous le voyez sur IBMI avec du DB2. Sur la partie AX, ENCO, on a de l'Oracle. Donc sur la partie base de données, on sait que le P8, enfin le P10 performe bien et Power en général, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui est connu et reconnu. Et surtout pour la parallélisation des choses. Voilà. Donc, un certain nombre, juste quelques précisions sur les modèles. Alors, j'avais mis quelques-uns. Microsoft Phi, Mistral, Granite, Lama 2, Lama 3 et plein d'autres. Alors, juste un point, un modèle, c'est quoi? C'est un module. On peut s'imaginer que les modèles, c'est un truc avec plein de modules, plein de choses. Non, non, un modèle, c'est un module. Parce que vous installez un modèle, c'est un module. Point. Pas plus compliqué que ça. C'est pour ça qu'il faut quand même pas mal de choses autour pour les faire marcher. Alors aujourd'hui, juste pour la petite histoire, vous voyez, j'ai mis Indemnified Model. C'est quoi ce truc-là? Eh bien, vous avez lu dans la presse que on se pose des questions sur l'entraînement des modèles, sur la validité des données, sur les copyrights, etc. Eh bien, les sociétés, dont IBM, garantit que votre modèle ne va pas dire des âneries ou ne va pas être entraîné et sortir des choses qui sont sous copyright, parce que vous pouvez vous faire attaquer. Et si c'est le cas, c'est la société qui a fourni le modèle, donc par exemple IBM, mais aussi Google et autres, et qui va payer s'il y a des frais de justice sur le sujet. Ah oui, ça va assez loin hein, quand même sur ce point-là. Quand on utilise de l'open source, évidemment, ça ne marche pas. Donc, tant qu'on n'achète pas chez une société le modèle, on ne peut pas faire ça. Ensuite, je vous ai mis ici aussi, c'est des choses qui évoluent très très vite. Alors, notamment, il y a un papier de Google qui a eu lieu en 2019, justement pour expliquer comment marchent les modèles. Alors, ce papier, il s'appelle Attention is all you need. Donc, c'est assez technique à lire. Hein. Enfin, c'est pour ceux qui veulent
une bonne journée pour essayer de comprendre, vous pouvez y aller, hein, vous faites Google Attention is all you need. Et ça vous explique pourquoi les modèles aussi aujourd'hui sont devenus bien plus performants. Et j'ai mis comme exemple ici une phrase. Vous voyez, Paris is a very beautiful city. I lived there for 3 years. It was a very enriching experience and I love it. I made great progress in history, but most important, it taught me how to speak. Bah, ça, vous savez répondre. Eh bien, LLM, il y a quelques années, il ne savait pas répondre. Il ne savait pas répondre parce que, ici, évidemment, to speak French, hein, puisqu'on était à Paris. Eh ben, il ne savait pas répondre parce qu'il avait oublié le premier mot Paris, qui avait une importance qui n'était pas énorme, mais qui, pour finir la fin de la phrase, est quelque chose de très important. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les transformers. Voilà. Donc, ici, bon, je vous ai mis, tu vois, je te parlais, tu as 384 dimensions sur ces petits. Voilà. Donc, si on fait un résumé, ça c'est un bon slide IBM, d'un stack qu'on pourrait mettre en place sur la partie Power AI. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit, hein, vous avez un RHEL ou un OpenShift. Vous avez du Cloud Pak for Data, par exemple, sur lequel vous allez pouvoir faire tourner du machine learning ou des stacks open source, ISV, etc., pour aller faire ce genre de use case. Alors, vous voyez, il y a des stats hein, où on dit tout ce qui est question and answer plus RAG, ça va représenter 29%. L'extraction, code génération, résumé, traduction, etc. Ouais, vous avez un peu des stats de ce que ça représente en termes de différents use cases. Ouais, alors, alors, juste un point sur la partie Power. Là où on est le meilleur, c'est quand même sur la partie batch, plutôt que sur la partie streaming. Sur la partie streaming, on n'est pas mauvais, hein. Mais si on peut capter des workloads chez les clients qui font du batch, c'est mieux. On est meilleur, on peut paralléliser les choses. Et les temps de réponse sont meilleurs que sur du streaming en général. Bon, ça, je vais passer. Alors là, ici, il y a un exemple. C'est un peu touffu comme slide, mais je vais vous résumer ce que c'est. Alors, ça s'applique à deux cas. Un cas que je connais moins et un cas que je connais mieux. On a travaillé avec des gens d'Arabie Saoudite qui voulaient mettre en place un système pour que les utilisateurs ou les touristes aient des réponses à des questions sur l'Arabie Saoudite. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de The Line. Vous savez, c'est une espèce de ville de 170 km qu'ils veulent faire, etc. Donc, un des use cases, justement, c'était qu'est-ce que The Line et quels sont les projets de l'Arabie Saoudite dans les 5 prochaines années. Et donc, ils utilisaient un LLM. Donc, pour ça, évidemment, on utilise de la RAG parce qu'il y a tout un tas de documents qui sont liés au pays. On utilise un LLM sur lequel on va poser ces questions. Donc ça, c'est quelque chose qui tourne, qu'on a implémenté sur la partie Power, avec des bons temps de réponse. Et ils ont continué, et là on est en train de bosser avec eux sur un autre sujet, où ils veulent fournir à des universités, aux étudiants de l'université, des moyens de faire des queries sur des cours, et sur des notions d'éducation, etc. Mais évidemment lié aux universités Arabie Saoudite. Donc c'est pareil, on va faire la même chose avec de la RAG, un LLM, et puis des utilisateurs derrière, et ça c'est quelque chose qui va tourner sur un partie Power. Voilà. Donc ça c'est le stack qu'on a mis en place. Hein. Donc je vais passer un peu vite, parce que l'heure avance. Mais vous voyez, ici, on a toujours du Milvus, la database vectorielle, on a un runtime, on a un Llama 2, maintenant ils sont passés à Llama 3 comme modèle, on a du Python et du PyTorch, voilà, sur la partie Rocket CI, et derrière, on a le chatbot qui va répondre à tout ça.
Ici, alors ça, celui-là, je le connais un peu moins bien, mais typiquement, c'est du machine learning. Alors ça, c'est un cas aux US sur lequel eh ben, il y a un certain nombre de produits qui étaient gérés sur la partie x86 pour un retailer hein, aux US et qui va faire des prédictions sur ben, ses stocks, les ventes et la façon de mener leur business. Donc ça, typiquement, c'est du machine learning. Et donc là, on a utilisé un produit qui s'appelle Data Stage. Alors c'est ce produit, mais qui n'est pas dans le Cloud Pak, hein, qui est encore compatible avec la partie Power. Mais pareil, sur lequel on va faire du forecasting sur les ventes pour optimiser la façon de marcher du sujet. Voilà, donc le layer. Alors ici, voilà, un petit vidéo. Alors c'est en anglais, hein, je suis désolé. Ouais, en même temps, ça fait réviser un peu l'anglais. Pas si mal. Donc, vous avez un gars qui écrit à son assurance hein, et qui, vous voyez le mail là-bas. Et donc, l'objectif, vous avez deux possibilités. Vous voyez que vous avez des informations qui sont liées à lui-même. Alors ça rentre dans la GDPR. Donc, soit vous voulez les éliminer, et parce que vous n'êtes pas compliant GDPR et vous avez un problème sur votre applicatif, ou alors vous voulez au contraire prendre ces informations-là et les mettre dans une base de données. Donc en gros c'est ce qui va être expliqué ici. IBM Power 10 is a platform that enables users to manage return on investment of generative AI solutions, including entity extraction use cases. Let's see how it works. With IBM Power 10, you can upload documents and extract personally identifiable information, or PII. In this sample text, a customer named Ravi Dubey reports an unauthorized credit card transaction. Voilà, il dit qu'il y a des transactions non autorisées. Before uploading the text to your ERP system, simply click the Remove PII and Load into ERP button. You can now see that Ravi Dubey has been extracted and classified as a person. Là, on prend His ces phone données. number, email, credit card number, and locations have also been extracted and classified. En ayant cliqué sur The un ability bouton. to extract PII helps you comply with privacy requirements when you're storing data on IBM Power. You can also use IBM Power 10 to analyze sales conversations between an agent and a client. Simply upload text, like this sample. Then, click the Load Insights into ERP button. The insights displayed on the right-hand side, including a summary of the conversation, the client industry focus, and key entities such as the client's name, company, and email address, are automatically sent to your ERP system. That helps drive efficiency and productivity. To see how entity extraction can help you, request a free of charge use case alignment workshop with your IBM Power Sales representative. IBM Power. Voilà, donc en gros, vous avez un mail qui arrive, quelqu'un qui se plaint de transactions qui ont été certainement frauduleuses. On prend les extraits grâce à une petite application qu'on a développée qui va utiliser un LLM et qui va mettre ça en forme et qui va l'introduire dans votre ERP qui, en l'occurrence ici, est un IBMI. Donc comment ça marche? Vous avez le mail là, ici. Hein. On va donner ce mail-là à un LLM qui va l'analyser et qui va en extraire les informations logiques. Alors, vous avez vu hein, pour la conversation avec entre un client et quelqu'un du support, c'est pareil, c'est exactement la même logique. Hein. On va prendre l'input, on va le donner au LLM, on va en extraire les données qui sont là. Ensuite, bon, dans ce cas-là, on a quand même quelqu'un derrière physique qui va analyser ce que le LLM a sorti. Parce que des fois, je n'en ai pas parlé, mais les LLM, ils ont parfois des hallucinations, ce qu'on appelle les hallucinations, et ils partent un peu n'importe où. Alors, c'est de moins en moins le cas, mais ça peut rester vrai. Donc, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui va vérifier ça. Et puis, une fois qu'on a extrait ces informations-là, eh ben, on les met dans notre système ERP d'IBMI et on va pouvoir travailler avec et donc faire une offre, envoyer des informations, etc., qui auront été mis en forme par l'extraction du LLM. Voilà, donc ça, c'est la référence architecture sur le sujet. Alors, un deuxième
Deuxième petit exemple. Integrating WatsonX.ai with your IBM Power Virtual Server can help you quickly generate actionable insights. Let's see how 2 bank employees can use generative AI to increase their productivity. If you're a bank investigator, you can use WatsonX.ai to complement the software you're already running on Power VS, like traditional AI that flags suspicious transactions. Simply input a natural language prompt. In the background, the generative AI assistant leverages a WatsonX.ai foundation model running on IBM Cloud to generate an SQL query. That query is then used to find the requested information in the bank's core database running on Power VS. That means you get the answers you're looking for without having to learn specialized IT or AI skills. The results are presented in an easy-to-read table. Now you can continue with your fraud investigation. Next, imagine you're a bank marketing manager looking to identify high-value clients. You can ask for a list of clients with large balances. Once again, the Power VS Gen AI assistant leverages WatsonX.ai to create an SQL statement and search for the requested information. It outputs an easy-to-read table. Now, you can invite the high-value clients to an investment seminar to see how IBM Power VS integrates. Ok, donc là, je vais expliquer comment ça marche. Vous avez vu, il y avait deux petits scénarios, hein. Un, c'était pour faire de l'investigation sur des fraudes, donc avec un query, et l'autre, c'était pour sortir les codes bancaires les plus élevés avec les clients les plus fortunés pour pouvoir éventuellement les inviter ou faire une proposition, etc. Donc, comment ça marche ça? Eh bien, en fait, vous avez ici une personne qui va faire sa demande en langage naturel. Ça, cette personne-là, c'est un employé de banque, hein. C'est le gars qui va aller dire, bah, tiens, je veux mes top 10 bank accounts pour envoyer un courrier. Donc ça, c'est envoyé ici à ce qu'on appelle un AI assistant. Alors ça, ça fait partie de WatsonX aussi. On peut installer des runtime ici. Derrière, ça, c'est envoyé via des API à WatsonX qui tourne dans le cloud, d'accord? Lui, il va comprendre ce qu'on demande, hein. Il va écrire un statement SQL, donc une requête SQL, qui va revenir ici et qui va interroger ici, ça peut être un IBMI, hein. D'ailleurs, dans ce cas-là, ça en est un, je crois. Et il va faire la requête dans la base Power de l'IBMI et sur lequel on va avoir la réponse qui va arriver à l'utilisateur. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs ici, c'est qu'on voit qu'on n'est pas sorti de l'IBMI, puisqu'ici, on a demandé à WatsonX de générer une requête SQL, mais la requête SQL, elle s'est exécutée ici. Donc, il n'y a pas un échappatoire des données qui va aller partir ailleurs sur le... Oui. Justement, dans le cadre là, par exemple, pour l'exemple de compte en banque, est-ce que si on reste dans l'IBMI, ça prend en compte les droits de la personne? Les droits à quel niveau? Les droits au niveau des objets, des choses comme ça. Par exemple, une personne qui n'est pas habilitée à avoir des comptes bancaires, est-ce que... Alors, dans ce cas-là, je dirais que c'est managé à partir de là, parce qu'il y a un certain nombre de règles, hein, qui peuvent être mises ici, hein. Donc après, si ça arrive avec un user qui n'a pas les autorisations, je pense que ça ne marchera pas, hein. Voilà, donc ça c'était un deuxième petit exemple, mais qui est assez commun finalement chez nos clients avec qui on travaille. Et sur lequel ça fait du sens de faire tourner ça sur la partie Power, puisque finalement, si on a une database Oracle sur un AX ou un IBMI, ben, autant utiliser la machine pour aller faire des queries sur ce genre de workload AI. Alors, je ne l'ai pas dit, mais les GPU, c'est très cher, hein. C'est très cher et très consommateur. Donc, aujourd'hui, on a des clients qui demandent le prix au token et le prix par watt de token. Donc ça, c'est des choses qui
qu'on ne voyait pas il y a encore un an ou deux, mais les clients le demandent. Et du coup, le gros client dont je parlais au début, qui était un call center et qui veut faire des résumés des calls et avec un sentiment analysis, etc., c'est son métier. Donc, les mecs, ils ont 700 000 calls par mois, quoi. Donc, c'est pas rien. Et donc, ils disent, le problème, c'est que si je fais des appels à ChatGPT, ça me coûte très cher. C'est ce qu'ils ont fait sur un POC. Et donc, l'équipe Power du client a dit, ouais, mais nous, on a des ressources sur la partie Power. Et donc, ils ont dit, bah, pourquoi pas, essayons. Et donc, on est en train de voir, on n'a pas encore mis en place le sujet, mais ça va se faire, pour voir comment ça performe sur Power. Alors là, c'est du streaming, c'est pas la meilleure position pour la partie Power. Il y a beaucoup de calls, mais on va quand même voir ce que ça donne sur la partie Power, puisque finalement, ils y perdent rien. Et puis, au contraire, si ça répond à leurs questions, bah là, ils vont gagner pas mal d'argent, quoi. Voilà. Donc quand on parle d'AI, vous avez aussi le code assistant, notamment sur la partie Ansible avec Watson, qui vous aide à écrire des playbooks sur la façon de manager votre infrastructure. Si vous êtes, ou pas d'ailleurs, si vous savez coder des playbooks en Ansible, peut-être vous en avez un peu moins besoin, mais si vous n'êtes pas super à l'aise avec ça, eh ben, ça c'est le genre de choses qui peut aider à écrire des playbooks pour aller gérer votre infrastructure. Voilà, ça, je passe là-dessus. Alors, deux annonces récentes là, qui ont eu lieu il y a pas longtemps. Donc, c'est justement sur tout ce qui est code assistant sur la partie RPG. Donc, comment aider les développeurs justement à aider en langage naturel. Je écris moi telle chose pour et donc d'avoir un output avec du RPG. Deuxième annonce, c'est sur l'accélérateur Sapphire. Alors, je vous montre ce que c'est. Voilà, c'est ça. C'est un accélérateur, c'est un Statement of Direction d'IBM sur la partie Power. Ça, c'est quelque chose qui a été développé notamment sur la partie Z. Alors, ici, c'est pas une GPU, c'est une DPU. OK. Mais donc l'IBM dit bah, certainement qu'avec le P11 et en 2025, on sera capable de mettre ce genre de cartes dans le système. Alors, ça devrait quand même pas mal aider. Encore une fois, ce n'est pas des GPU. Un GPU, on peut avoir jusqu'à 10 000 corps. Là, on en aura 32. Mais par contre, ça peut accélérer pas mal l'offload, notamment de tout ce qui est business AI, pour faire des calculs vectoriels de matrices, etc. Parce qu'on pourra en installer plusieurs. Donc ça, c'est quand même pas mal. Voilà, donc un petit résumé sur qu'est-ce qui est intéressant de faire ou pas sur Power ou sur GPU. Ben voilà, le training, on ne fait pas de training de modèle génératif sur Power, sauf sur machine learning, où là, on a parfois pas besoin de GPU. Le fine-tuning, retraining non plus, c'est pas terrible. Mais la RAG, par exemple, ici, on va être bien positionné pour le faire. Et tout ce qui est inférence, eh ben là, comme ce dont j'ai parlé, hein, vous vous rappelez, c'est la prod sur le sujet. C'est quelque chose qui est bien positionné pour la partie Power. Donc il ne faut pas avoir peur de positionner Power sur le sujet. Après, j'ai mis quelques slides que vous aurez dans la presse sur RocketCI. Vous savez, c'est la société qui optimise certaines librairies pour utiliser les accélérateurs MMA, voilà, sur tout ce qui est Anaconda, Conda, enfin, etc. Voilà. Puis vous avez des articles. Bon, je vais pas. Ici, c'est notre ami avec qui on bosse, Marvin Gessing, qui. Alors, c'est pas un acteur, hein, on pourrait le croire, mais c'est un bon techos, un bon geek, hein, qui maîtrise, qui est capable d'aller coder de l'AI comme il boit son café le matin. Donc, un très bon. Qui a écrit plusieurs articles, que vous pouvez aller voir, hein, il y a des liens ici que j'ai mis. Donc, ça, c'est une roadmap. En 2025, on devrait avoir Watson X sur Power, à peu près mi-2025 ou deuxième partie 2025, peut-être pas tout. Bon, c'est des choses qui vont arriver petit à petit.
Et voilà. Et puis, si vous voulez vous entraîner, bah, vous pouvez aller sur TechZone. Il y a des environnements pour faire joujou avec de l'AI générative, notamment sur Power. C'est quelque chose qui va pouvoir vous aider à comprendre un peu mieux le sujet. Voilà, j'ai terminé, je crois. Ouais. Vous avez d'autres questions sur le sujet? Alors, évidemment, on aurait pu faire une journée de session sur le sujet, tellement c'est vaste. On a fait 1 heure, j'ai essayé de vous donner quelques sessions, quelques notions sur le sujet. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, eh ben, il ne faut pas hésiter à contacter IBM ou à bosser avec les centres comme les nôtres. Merci. C'est pas si facile que ça que de monter un système avec. C'est pas un truc qu'on prend sur étagère et comme ça. Non, mais c'est pas si compliqué que ça non plus. Enfin, il y a 2-3 notions à avoir, et puis après, quand on l'a fait 1 ou 2 fois, ça y est. Hein, C'est le principe des GPU, ça coûte un mois quand même. ouais, c'est pour ça que les clients, il y a, allez, quand le P10 est sorti, il n'y a pas eu un engouement particulier concernant le MMA. Et en fait, avec les coûts des GPU et les coûts parce que GPU ou pas, enfin, je veux dire, quand on fait des appels avec plaisir, quand on fait des appels à GPT, on est facturé au token. Hein, donc, je veux dire, plus on utilise, plus ça coûte cher et ça coûte à la fin très cher. Du coup, ouais, ça peut être des. Alors, le MMA n'a pas remplacé des GPU, hein, mais c'est un moyen pour les configs qui sont pas énormissimes de proposer des solutions moins coûteuses aux clients, quoi. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Ouais. Vous accompagnez les clients pour exemple, si on voulait installer ça, est-ce que vous les accompagnez ou... Alors, il y a pas moi, pas mon entité, parce que nous, on est une entité avant-vente, je dirais. Mais par contre, il y a d'autres entités dans IBM qui peuvent faire ce genre de choses. Mais par contre, là, ça va être un peu facturé, quoi. Mais on peut, par contre, on peut. Enfin, s'il y a des clients qui sont intéressés pour faire un proof of concept, par exemple, ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place. Nous, on a des infrastructures à Montpellier qui peuvent servir à ça. D'ailleurs, on a des clients qui se servent de certaines de ces infrastructures. Mais ça veut dire que dans ces cas-là, il y a des opportunités business. Mais là, par contre, c'est gratuit. Voilà. S'il y a une opportunité business derrière, sur lequel qui est identifié, qui est clairement identifié, nous, on peut monter un POC et dans ces cas-là, on assiste le client on lui dit bah voilà, on va mettre ça et s'il veut assister, et il veut voir comment ça marche, c'est tout à fait possible. Sur ça ou...